Écouter du MOP dans un film d'animation Tortue Ninja signé Nickelodeon? Qui l'eût cru? Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique. Et aujourd'hui, je suis très content parce que je vais de nouveau vous parler d'une adaptation cinématographique d'une de mes sagas préférées, c'est-à-dire les Tortues Ninja. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un bon petit moment, vous le savez déjà, mais je suis un grand fan des Tortues Ninja. J'ai grandi avec la série animée de 1987, j'ai grandi avec la série télévisuelle live de 1998. J'ai grandi avec la trilogie de films des années 1990, dont j'ai déjà fait une vidéo dessus, dont chacune d'entre elles est consacrée à un épisode. Et ensuite, il y a eu la série de 2003 qui est plus fidèle aux comics. Il y a la série de 2012 qui a un ton beaucoup plus enfantin, mais c'est pas plus mal quand même. Il y a eu le dessin animé de 2018 qui ne m'intéressait pas trop parce que bon, ça fait un peu trop gamin, il y a eu trop de changements par rapport aux matériaux d'origine. Mais par contre, j'ai vu son film qui est sorti sur Netflix et il est plutôt pas mal dans son genre. Bon, après, je vais quand même pas vous faire toute la liste parce que j'ai déjà évoqué ça dans une autre vidéo, c'est-à-dire la première vidéo des Tortues Ninja. Et si vous voulez en savoir plus, désormais, vous savez quoi faire. Bref, côté cinéma, on a évidemment la trilogie des années 90, on a également le film d'animation de 2007 qui est plutôt pas mal, même si je le trouve pas mal de défauts, mais la seconde moitié j'ai plutôt bien apprécié. Et après, il y a deux autres nouveaux films signés par Paramount qui je trouve sont plutôt pas mal dans leur genre, mais bon, je retiendrai peut-être pas grand-chose. On a également le film de Netflix dont on a parlé tout à l'heure. Et là aujourd'hui, on va parler d'un nouveau film qui a été produit par Seth Rogen, un personnage très important de l'histoire de la pop culture, et qui a été réalisé par Jeff Rowe, dont la direction artistique est similaire aux deux premiers Spider-Verse, donc avec Miles Morales, et qui s'intitule Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, autrement dit chez nous Ninja Turtles The Teenage Years. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé le titre français des Tortues Ninja, mais bref. Alors je vous parle, on est lundi 7 août et le film va sortir en mercredi 9 août. Donc j'ai vu ce film en avant-première, donc 3 fois de suite, dont une en version originale. Et oui, comme vous l'avez certainement compris, j'ai kiffé le film à 100%. C'est un peu difficile de trouver des défauts à ce film, tellement il est magnifique, tellement il est grandiose, tellement la direction artistique est vraiment... et se démarque par rapport aux autres, même si, encore une fois, c'est quand même similaire aux deux Spider-Verse. Et voilà, si je devais le placer dans un classement des films Tortues Ninja, je le placerais à la deuxième place. Mais facile. Le premier étant Tortue Ninja 1990, bien évidemment. Et donc, que nous raconte ce film? Alors, évidemment, on suit les 4 Tortues Ninja en pleine adolescence, donc un peu plus jeunes qu'on a pu voir dans les précédentes versions. On a Leonardo, le leader de la bande, Michelangelo, le comique du service, Raphaël qui sera toujours ma tortue préférée, toujours aussi rebelle et violent que par rapport à ses précédentes versions, et Donatello, le geek du service qui m'a dit toujours le bâton avec aisance, et un petit bonus, c'est un grand fan de manga. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec les 4 tortues? Eh bien, leur problème, c'est exactement le même que celui de Raphaël dans le premier film. C'est-à-dire que ils vont parcourir New York, ils vont aller voir, et après avoir fait des courses pour leur père, Raphaël, Splinter, ils vont observer les humains new-yorkais en train de vivre leur vie tranquillement. Donc, par exemple, dans ce film, ils vont voir des humains en train de regarder La folle aventure de Ferris Bueller, si je me trompe pas de titre, dans un cinéma en plein air et ils regardent des humains. Et je sais pas comment mettre ça, mais ils ont vu tellement les humains en train de vivre cette vie, et c'est une vie que eux, ils voudraient vivre, parce que, rappelons-le, les tortues sont condamnées à vivre, enfin... condamnés entre guillemets, mais c'est pas exactement le terme que je cherchais. Ils sont condamnés à vivre dans les égouts, à vivre dans l'ombre et à ne pas se dévoiler par rapport aux humains, parce que d'après Splinter, les humains sont vraiment des vilains méchants pas beaux qui nous veulent que du mal. Enfin, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais c'est l'idée. Et les tortues, elles ont vraiment envie de découvrir le monde, de s'attacher au monde des humains et de pouvoir cohabiter avec eux. Voilà, en gros, c'est ça leur problème. Et d'un autre côté, on a un groupe de mutants qui cherchent à exterminer les humains parce que eux, ils ont vécu la même histoire que les tortues et Splinter. Sauf que eux, leur but, c'est vraiment de les massacrer. Mais genre tous. Tous les humains doivent disparaître et il ne restera que des mutants. Et c'est ça l'idéologie de ce camp opposé. Voilà, j'en dis pas plus, je vais détailler tout ça à la partie spoil. Bien, maintenant, que penser de cette nouvelle adaptation cinématographique? Alors évidemment, j'ai kiffé le film. J'ai beaucoup de mal à trouver de défauts. Enfin si, il y a quand même 2 ou 3 défauts que je signalerai tout à l'heure. Mais de manière générale, j'ai vraiment kiffé le film et je dirais que c'est l'un des meilleurs films Tortue Ninja que j'ai jamais eu de toute ma vie. Sans exagérer, parce que bon, quand j'ai vu le premier trailer, j'avais un peu peur que la CGI casse un peu tout. Enfin non, c'est pas vraiment le CGI le problème, mais c'était plus le design des tortues, notamment la direction que prennent
le caractère des tortues. Par exemple, lorsque j'ai vu le trailer, j'étais à la fois étonné que Donatello ait pris une voix d'enfant dans la version originale, alors que d'habitude c'est plus Michelangelo qui est le gamin de la bande. Et même encore aujourd'hui, après avoir vu 3 fois le film, c'est un petit défaut que je trouve que perso c'est pas vraiment dérangeant au final, parce que bon, ça permet quand même de changer un peu de ce qui s'est fait auparavant. Alors que moi perso, j'attribuerais plus la voix d'enfant euh, à Michelangelo, mais dans le fond, c'est pas vraiment un détail important dans la mesure où les 4 tortues étaient vraiment adolescents, donc ils ont 15 ans d'année, donc ça peut arriver que un gamin de 15 ans ait encore une voix d'enfant, et peut-être que la voix de Donatello va muer au prochain film, d'où la raison pour laquelle ils ont choisi un enfant au casting pour la voix de Donatello. Mais dans le fond, ça ne m'a pas vraiment dérangé dans le sens où j'ai pris conscience qu'ils ont voulu prendre des risques, donc ils ont voulu casser le code ne serait-ce qu'avec la voix de Donatello, et ne serait-ce qu'avec la tournure que prennent certains personnages, familiers à l'univers hormis les tortues. Mais bref, pour revenir sur la direction artistique, et ne vous inquiétez pas, on va revenir un peu sur le doublage plus tard. Nous savons que c'est des 3D CGI qui s'apparentent un peu plus à du clay motion, en raison des frames un peu hachurés. Si vous voulez, c'est la même chose que les 2 Spider-Verse, mais avec un style un peu plus enfantin. Parce que, comme vous pouvez le voir à travers les images que je vais certainement vous donner, il y a des personnages qui ont vraiment des visages déformés, mais genre asymétriques. Et ce film me fait un peu penser à la série animée des Lascars, qui est vraiment excellente. D'ailleurs, allez voir cette série parce que c'est vraiment des barres de rire. Et tout ça, c'est le résultat d'un film d'animation qui se démarque, et ça fonctionne parce que déjà, l'ambiance du New York, c'est vraiment du street. Il y a pas mal de graffiti, il y a pas mal de morceaux de gribouillis qui figurent sur les personnages, notamment sur les traits des personnages. Et la colorimétrie est vraiment superbe, au point que je la préfère davantage au dernier Spider-Verse, qui lui-même est vraiment excellent sur tous les points. Hormis sa longueur, mais bon, on en parlera, promis. Et du côté du car design, donc du côté des tortues, j'ai presque rien à dire. Leonardo, il est toujours resté le même. Michelangelo, pareil. Raphaël, lui, il a gardé le même bandana que dans les 2 films Ninja Turtles, donc les films Paramount avec Megan Fox. Et Donatello, lui, il a gardé les lunettes parce que c'est un geek, mais curieusement, ça m'a moins dérangé par rapport aux 2 films Ninja Turtles. De la mesure où c'est un adolescent. Alors, je sais pas comment ça se passe pour la vue. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que ça se dégraisse? Je sais pas comment ça se passe. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe. Moi, je sais que je porte toujours des lunettes depuis mes 6 ans. Mais bref, tout ça pour dire que les lunettes, ça m'a pas trop dérangé. Parce que, surtout par rapport à ce qui va se passer à la fin du film. J'en dis pas plus. Et pour parler rapidement de Splinter, bon, je trouve que pour le coup, il est un peu plus gros, un peu plus grassouillet. Mais bon, c'est pas dérangeant. Puisque, encore une fois, c'est une autre interprétation du personnage de Splinter. Mais pour le coup, lui, j'ai vraiment kiffé, lui. Même si, au départ, son discours comme quoi les humains sont vilains, pas beaux, méchants, et tout, etc. Ça m'a en partie un peu dérangé, parce que bon, c'est quand même un discours politisé, on va dire. Mis à part ça, j'ai beaucoup aimé ce Splinter, en tout cas beaucoup mieux que les 2 précédents films. Et voilà, ça a donné un Splinter un peu plus cool, on va dire, notamment dans les fringues. Et sans vouloir vous spoiler, une fois que vous le verrez l'action, vous allez vraiment kiffer, c'est vraiment des barres de rire avec lui. Et voilà, j'en dis pas plus. Ensuite, on a tous les autres personnages familiers, donc nous avons évidemment April O'Neil, qui pour le coup est noir, à l'instar du dessin animé de 2018. Comme elle a à peu près le même âge que les tortues, enfin je pense, soit elle a 16 ans, soit elle a 17 ans, enfin je sais pas quel âge elle a vraiment. Et donc encore au lycée, et à l'instar des précédentes versions, elle veut devenir journaliste. Et là, pour le coup, je trouve qu'elle est vraiment attachante, je trouve qu'elle a vraiment pas froid aux yeux, je trouve qu'elle s'en sort très très bien, je trouve qu'elle a un bon style, franchement, le côté décontracté, ça fonctionne, ainsi que son attitude, un peu plus risque tout, on va dire. Et il y a eu pas mal de moments de fou rire avec elle, mais bon, ça, on y reviendra. Et bien entendu, on trouvera quelques autres personnages de l'univers des Tortues Ninja, c'est-à-dire Bebop et Rocksteady, qui pour le coup ne sont pas les sbires de Shredder ici, mais plutôt des débutants lambda ici. Wickdot, la chauve-souris, que vous n'avez pas entendu parler, qui pour le coup a été féminisé. On a également Leatherhead, le crocodile, qui a également changé de sexe. Mais bon, dans la mesure où ce ne sont que des personnages mineurs, ça me dérange pas perso. Et Gecko Mundo, le lézard, qui a été doublé par Jérôme Niel, qui pour le coup a bien fait son taf. En plus, c'est un de mes comédiens préférés. Et quant à moi, d'habitude, le grand méchant du film, ce n'est pas Shredder, mais plutôt une mouche géante mutante qui s'appelle Superfly, et qui pour le coup fait un peu penser à Baxter version mouche de la série animée de 1987. Mais en fait, c'est plus ou moins le cas. On en parlera un peu plus tard. Ah si, mais à part que dans la version originale, c'est Ice Cube qui le double. Et je trouve que ça colle plutôt bien. Je trouve que ça correspond au personnage qui est plutôt satanique, qui est plutôt
qui d'apparence a l'air cool, que ce soit dans l'attitude ou que ce soit dans l'apparence, puisque il a les cheveux frisés derrière. Et voilà, du coup, puisqu'on parle de musique, alors la bande son de manière générale est vraiment au top. D'habitude, je suis pas très fan des incrustations des chansons de playlist dans la bande originale. Mais pour le coup, ça fonctionne parce que, encore une fois, c'est une ambiance street, c'est une ambiance new-yorkaise qui fonctionne parfaitement. Par exemple, on a des têtes de morceaux hip-hop, on a du M.O.P., on a également du All Dirty Bastard, on a également du A Tribe Called Quest, Can I Kick It, franchement, c'est une putain de tuerie ce son. Et à côté, on a du synthé du style des années 80, et franchement, je trouve que ça fonctionne parfaitement. C'est exactement l'ambiance que j'attendais dans ce genre de film, c'est-à-dire, majoritairement, les événements du film se passent en nuit, et à côté, tu as des effets de néon très colorés, et franchement, le tout fonctionne. Sans compter que les morceaux hip-hop accompagnent les scènes d'action, donc les scènes où les tortues se battent, qui pour le coup sont d'une qualité remarquable, en plus d'être cohérents par rapport à la situation des tortues. Donc du coup, ce sont des adolescents, ils viennent à peine d'apprendre le ninjutsu, et donc de confronter à la vie réelle, et qui plus est face à des bandits. Et ça progressera au fur et à mesure, et franchement, je trouve que c'est très bien amené. Et voilà, je pense que je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais en tout cas, je vous assure, ce film se démarque vraiment par rapport aux autres. Au départ, je pensais que c'était vraiment une Tortue Ninja pour les gamins, mais au final, il en est à moitié vrai. Parce que autant il y a ce côté beaucoup enfantin du style graphique, et autant il y a eu pas mal de références qui parlent à nous, fans de Tortue Ninja, ou encore éventuellement à des gens qui, occasionnellement, ont regardé la série animée de 1987, ou de 2003, et même certains titres qui n'ont absolument rien à voir avec l'univers des Tortues Ninja. Bref, vous l'aurez compris, mis à part 2-3 défauts, j'ai vraiment kiffé le film, je me suis pas rendu une seule seconde, et j'ai regardé ça 3 fois de suite. Évidemment, je vous recommande d'aller le voir, et sans plus tarder, on va passer à la partie spoil. Et attention, partie spoiler, c'est parti. Ok, alors pour cette partie, j'ai dû me poser pour prendre des notes, pour réfléchir à ce que je vais dire, quelles sont les références que j'ai le plus remarquées, quelles sont les scènes que j'ai le plus appréciées, histoire de ne pas trop bâcler cette vidéo, parce que j'ai envie que cette vidéo soit un peu plus parfaite que d'habitude. Et on va bien entendu commencer par les références les plus remarquables, comme par exemple, au début du film, lorsqu'on voit les tortues pour la première fois, on les voit en train de circuler, et à un moment, ils s'arrêtent, et ils sont là en mode comics, genre, ils ont les yeux blancs, et ils ont de différentes teintes, de différentes nuances de vert, comme on a pu le voir soit dans les comics, soit dans le jeu Super Nintendo Turtle in Time, où on peut modifier les couleurs des tortues dans le mode option. Et une fois que Leonardo a ouvert la liste des courses, ça y est, elles sont redevenues normales, et voilà, leurs yeux seront redevenus de manière plus classique, et leurs teintes de peau sont exactement la même, comme on a pu le voir sur l'affiche du film. Ensuite, dans la scène du garage, où les tortues essaient de récupérer le scooter d'April, à un moment, l'une d'entre elles, ou l'un des bandits, je sais plus c'était qui, a percuté une voiture, et juste après, on entend une autoradio jouer Ninja Rap de Vanilla Ice, qu'on a déjà entendu dans Tortue Ninja 2, sorti en 1993, si je ne me trompe pas. Non, 1991, excusez-moi. Et ce, pendant 2 petites secondes, et celle-là, j'ai beaucoup apprécié, d'autant que Tortue Ninja 2 fait partie de mes films préférés des Tortues Ninja. Ensuite, comme je l'ai mentionné précédemment, Donatello est un grand fan des mangas. Et la preuve, lorsqu'ils sont entrés au lycée Eastman, qui de passage fait référence au co-créateur des Tortues Ninja, donc Kevin Eastman, lorsque les Tortues et April sont entrés dans ce lycée, il y avait Donatello qui avait découvert un casier sur lequel on voit un graffiti de l'attaque des Titans. Il y a même écrit Attaque des Titans dessus, donc du coup j'ai trouvé que ça fait plaisir, même si moi perso je suis pas un grand fan de l'Attaque des Titans, je n'ai pas encore lu le manga, ne me frappez pas s'il vous plaît. Et pour rester dans le délire, toujours du côté de Donnie, à un moment on le voit porter ensuite portant un logo d'un manga très connu depuis 2012, je vous laisse deviner lequel. Et voilà, je pense que c'est tout pour les références qui m'ont le plus marqué, mais si on a d'autres qui arrivent, je vous les ferai savoir, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne les tortues en elles-mêmes, je trouve qu'il y a un bon équilibrage en termes de comportement, comme par exemple on a Raphaël qui est beaucoup moins colérique que d'habitude, alors que malgré ça, c'est tout de même la grosse brute de la bande. D'un autre côté, Michelangelo qui est toujours aussi cool, qui est toujours aussi gamin, mais qui est devenu un peu plus raisonnable par rapport à d'habitude, donc je sais pas, c'est mon senti envers ce personnage. Mais le changement le plus flagrant, c'est du côté de Léo qui, au départ, est un peu plus aussi strict que d'habitude, et c'est en partie pour ça que c'est la tortue que j'aime le moins, sous passage. Mais depuis qu'il a rencontré April avec les autres tortues, il a pratiquement changé. Il est devenu aussi, au fur et à mesure que le film progresse, il est devenu presque aussi cool que les autres tortues, donc presque aussi drôle que les autres tortues. C'est parfois se demander si c'est lui ou Michelangelo qui est le bouffon de la bande, et moi j'ai beaucoup apprécié ce décalage par rapport à ses autres versions, parce que déjà il est beaucoup plus drôle que d'habitude, il n'est pas aussi bouffon que la version 2018, mais il garde tout de même son côté strict,
il essaie même de se rebeller par rapport à son père Splinter, à qui il est toujours dévoué. Ah oui, et rapidement, puisqu'on parle de Splinter, on le voit, on constate que c'est plus un père que leur maître de ninja, puisque au départ, c'était pas vraiment ça. Au départ, c'était juste des animaux lambda qui sont baignés dans de mutagènes. Donc, point de Orokusaki, point de... Ah si, quoique Orokusaki va apparaître plus tard dans le film, au post-générique du moins, mais bon, on va en parler un peu plus tard peut-être. Bref, point de Hamato Yoshi, point de prédisposition pour l'art de ninjutsu, tout ça, ça a été fait au hasard, donc du coup, ils étaient là juste en famille, et après qu'ils ont rencontré les humains, donc ils ont rencontré les humains, notamment dans une place de New York, je crois que c'est le Madison Square Garden, si je ne me trompe pas, bon, je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est ça. Après avoir très violemment rejeté par les humains, donc du coup, ils ont décidé de vivre leur propre vie dans leur coin, donc de couper court avec le monde des humains. Et là, Splinter a pris la décision de leur apprendre le ninjutsu. Je sais pas par quel miracle, pourquoi est-ce que c'est le ninjutsu et non pas le karaté. Bon, ça, on sait pas du tout. C'est-à-dire que, d'accord, on parle des tortues ninja, mais la manière dont ça a été amené, la manière dont Splinter en a parlé juste comme ça, comme par hasard, il a dit pratiquer l'art du ninjutsu. Donc, dans claquement de doigts, ça s'est fait. Et curieusement, je trouve que ça va un peu trop vite, mais bon, passons. Et surtout, à quel moment est-ce que le rat a pris l'art du ninjutsu? Ça, on n'en sait rien. Mais par contre, il y a un truc qui m'a pratiquement fait rigoler, c'est l'entraînement en lui-même. Alors, pour vous la faire courte, c'est un montage entre Splinter et les tortues qui s'entraînent à l'art du ninjutsu, aux arts martiaux, l'art de manier des armes, donc les armes des tortues. Et à côté, on a des extraits de vidéos YouTube, on a des extraits de films d'arts martiaux, dont un que je reconnaîtrai, je crois que c'est la troisième chambre, et donc un autre film de Jackie Chan. Et au passage, c'est ce dernier qui a doublé Splinter dans la version originale. Et voilà, le tout forme un montage très dynamique, très comique, très rigolo en fin de compte, et parce que c'est quand même marrant de voir des 2 secondes de séquences de film, et à côté tu as les tortues qui s'entraînent. Et voilà, moi perso j'ai trouvé que ce montage était vachement cool. C'est une séquence parmi d'autres qui m'a marqué. Et pour rester sur les scènes d'action, alors il n'y en a pas une seule que j'ai manqué, il n'y en a pas une seule qui m'a vraiment déçu, donc je les ai vraiment toutes kiffées. Une de mes préférées, c'est lorsque les tortues ont décidé d'entrer dans le repère de chaque gang. April a fait un débrief sur les gangs qui travaillent pour Superfly. Et donc, sur un extrait de No Diggity de Backstreet, on a un très bon montage présentant les tortues en train de foncer à l'assaut. Donc, on a un plan où chaque tortue fonce sur les méchants, donc de manière un beat'em all à la 2D. Un peu comme dans le dernier jeu Shredder's Revenge, qui est vraiment excellent au passage. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vous en parle. Et voilà, il y a une synchronisation entre les actions et la chanson. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Et perso, c'est une de mes parties préférées. Il y a également la scène finale du film, mais bon, ça, on en parlera plus tard. En ce qui concerne les méchants, alors la première chose qui m'a frappé, c'est que Bebop et Rocksteady ont été présentés comme méchants. Et au final, ils ont fini par devenir alliés avec les tortues. Donc ça, c'est une première. Et étant donné que Shredder n'est pas encore là, puisqu'il apparaît à la fin du film, bon, ils vont peut-être pas s'allier avec lui. Mais peut-être que dans le prochain film, ils vont finir par les convaincre de lui servir afin de se battre contre les tortues. Mais bon, ça on n'en est pas sûr. On va voir si le film a suffisamment de succès pour pouvoir faire une suite. Et ça, je l'espère de tout cœur. Après, concernant Superfly, bon, j'ai apprécié son design. C'est un personnage qui évidemment fait référence à la même mouche de Baxter Stockman, quand il était dans la série animée de 1987, lorsqu'il s'est transformé. Mais là où c'était le malin là-dessus, c'est qu'ils ont utilisé le véritable Baxter Stockman, donc le Baxter du comic d'origine, bien qu'ils n'ont tous les deux pas la même apparence. Est-ce que Stockman est mort suite à l'explosion? Donc ça, on n'en est même pas sûr. Mais au lieu de transformer ce scientifique, ils ont simplement transformé une mouche lambda, donc une mouche à moitié géante, une espèce de mouche géante humanoïde très cool, mais qui fait penser à la mouche originelle de 1987, sans pour autant être Baxter Stockman. Après, à partir de certains moments, il a fini par se transformer en chimère, donc en une espèce de mouche géante avec un corps de baleine, avec des pinces de crabe, avec une espèce de ventouse de poulpe. Bien évidemment, ça fait référence au style kaiju, genre Godzilla, ou même les méchants transformés en géants dans Power Rangers, ou même dans les autres Sentai. Bon, il y a un peu de coup de mou du côté du doublage de Superfly, notamment au niveau du doublage, que ce soit en version française ou en version originale. Et au passage, j'ajouterais même que la version française, de manière générale, est beaucoup mieux que la version originale, je trouve. Et au bout d'un moment, tout allait mal pour les tortues ainsi que Splinter, parce qu'à un moment, ils regardent les grands écrans des immeubles, et donc du coup, ils sont aperçus qu'ils sont vraiment très mal vus des autres humains, donc les New-Yorkais. Ils ont pensé que c'est les tortues qui ont lancé l'attaque, donc forcément, tu as des images qui sont sorties du contexte, qui sont apparues comme ça, et qui leur montrent que c'est elles qui ont attaqué
la ville de New York, alors que c'est même pas vrai. Parce que n'oublions pas que l'enjeu de base, c'est les tortues qui cherchent à se faire accepter parmi les humains. Et de ce côté-là, c'est déjà pas gagné au début du film. Et là, c'est encore plus accentué jusqu'à ce qu'April décide de passer sur Canal 6 et donc d'expliquer la vérité aux New-Yorkais en faveur des tortues. Et à partir de là, certes, c'est passé vite, mais les humains ont fini par comprendre que les tortues ne sont pas vraiment des méchants. Et donc, ils ont fini par aider le Splinter. Donc il a fini par apporter l'antidote qui permet de, plus précisément, d'émuter la mouche géante. Et à partir du moment où les humains se prennent le relais pour apporter l'antidote, là c'est vraiment la partie que je préfère, et ce pour plusieurs raisons. D'un côté, les humains new-yorkais qui font enfin confiance aux tortues. D'un autre, une musique synthé qui fait clairement penser au thème des Tortues Ninja, plus précisément les Tortues Ninja de 1987. Et plus cette séquence progresse, plus les tortues vont finir par remonter la pente. Donc on a Raphaël déjà qui s'agrippe à un immeuble, pour ensuite le passer à Donnie ou à Michelangelo, je sais plus c'était qui. Ils ont fait un combat final à l'attaque des titans, si c'est vraiment comme ça que ça se passe dans le manga. Et voilà, le combat final est fini, et je suis un peu resté sur ma faim, mais bon, la séquence entière est déjà pas mal en soi, donc on va pas trop chipoter. Et bien entendu, suite à ça, les tortues ont fini par être acceptées parmi les humains. Un peu plus tard, ils seront inscrits dans un lycée, et donc vous l'avez compris, ce n'est pas une énième histoire de vengeance, mais plutôt une histoire d'acceptation des autres. Et ça, c'est quelque chose qui me parle personnellement. Et voilà, du coup, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire au sujet de ce film. Donc, si jamais cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.